Mesdames et messieurs, chers amis, ouvrons à présent une séquence consacrée au retour de la droite en Europe. Merci d'accueillir chaleureusement. Mesdames et messieurs, chers amis, ouvrons à présent une séquence consacrée au retour de la droite en Europe. Merci d'accueillir chaleureusement François-Xavier Bellamy. En sa compagnie, 3 députés du Parlement européen, Laetitia Moratti, députée italienne, Dirk Goting, député néerlandais, et Laurent Vince, député roumain. Chers amis, grand bonheur de vous retrouver cet après-midi pour la dernière étape de ce congrès. C'est une grande joie de vous voir. Vous avez encore un peu d'énergie ? Oh là, mais vous êtes complètement déprimés en fait. Vous avez encore un peu d'énergie ? Merveilleux. Alors cet après-midi, on va commencer cette dernière phase en abordant une question absolument fondamentale. Nous avons beaucoup parlé au cours de ce congrès de l'avenir de la France et de toutes nos préoccupations et de toutes nos espérances pour l'avenir de notre pays. Maintenant, nous devons aborder cet enjeu essentiel, y compris pour la reconstruction de notre famille politique, c'est l'avenir de l'Europe. Et c'est un très grand honneur pour moi et un très grand bonheur d'accueillir sur cette scène 3 députés au Parlement européen de 3 pays différents, de 3 grandes régions d'Europe, 3 députés qui appartiennent à votre famille politique, le PPE, le Parti populaire européen. Je vous demande de les applaudir très fort. Ils sont tous les 3 au cœur de la vie de notre groupe. Je vous les présente très rapidement. D'abord, merci infiniment Laetitia d'être avec nous. Laetitia Moratti, tu es une députée italienne. Tu as été maire de Milan pendant de longues années. Tu as été ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche. Il y a des fans de Milan ici, manifestement. Et aujourd'hui, tu as rejoint le Parlement européen depuis 2024, où tu représentes la délégation italienne. Je me tourne vers Dirk, à ma gauche, c'est tout relatif. Dirk Goting. Tu es un député des Pays-Bas. Tu as été élu en 2024 également, mais tu as déjà une très longue expérience politique puisque tu étais auparavant l'un des piliers du groupe PPE, que tu représentais notamment dans ce difficile travail auprès de la presse, des médias, de la communication. Tu connais mieux que personne la vie du Parlement européen et de nos institutions. Et tu es aujourd'hui l'un des membres les plus actifs de notre groupe au Parlement. Merci de ta présence. Et puis, Laurent Vince, tu es député de Roumanie. Tu représentes en particulier les Hongrois de Roumanie. C'est une spécificité de cette très belle région de l'Europe centrale, que les frontières sont parfois l'occasion de rencontres avec la diversité des cultures qui font la sève de notre civilisation européenne. En Roumanie, tu joues un rôle très important. J'ai eu la grande chance de pouvoir venir chez toi aujourd'hui au Parlement européen, où tu as été élu en 2019. Nous sommes arrivés en même temps. Tu es coordinateur de notre groupe pour toutes les affaires constitutionnelles, tout ce qui touche notamment à la défense des règles fondamentales du fonctionnement de l'Union européenne. Et c'est une joie de t'accueillir cette fois-ci chez moi aujourd'hui. Merci encore. Le travail européen, vous le voyez, chers amis, ce sont bien sûr des idées, ce sont des convictions, ce sont des combats que nous avons partagés ensemble au cours de nos campagnes. Mais le travail européen, ce sont aussi des amitiés, ce sont des personnes, ce sont des liens. Et avec la délégation française qui est ici, je vois Nadine Morano, je vois Céline Imard, je vois Isabelle Le Callennec, je vois Christophe Gomard. Avec toute notre délégation au Parlement européen, nous sommes constamment impliqués dans ces liens entre nos pays, dans ces liens entre nos délégations qui permettent de faire entendre la voix de la droite en Europe qui est en train de se reconstruire. Alors c'est la première question par laquelle je voulais commencer, la poser à chacun d'entre vous, peut-être commencer par toi, Laetitia, si tu le veux bien. Comment est-ce que vous voyez la situation de l'Europe aujourd'hui? Quels sont pour vous le grand défi européen? On a vécu un été marqué par de très grandes nouvelles, parfois difficiles,
sur le front notamment de la relation avec les États-Unis ou bien de la guerre en Ukraine. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la situation de l'Europe et comment est-ce qu'il faut agir pour pouvoir la renforcer? Très bien. D'abord, merci François pour cette invitation. Je suis honorée d'être ici au Congrès, à l'Assemblée des Républicains. Moi, je dirais que l'Europe maintenant a différents défis. Des menaces qui viennent qui viennent hors de l'Europe, c'est-à-dire des puissances qui sont des puissances non pas toujours démocratiques, des puissances qui ont des très grandes ressources, même grandes ressources militaires, et qui n'ont pas les contraintes que nous avons en Europe. Un deuxième défi est un défi que nous avons à l'intérieur de l'Europe. Je parle de défi géopolitique, c'est un défi donné par les souverainistes et les populistes. Les défis qu'on a, ce sont des défis en termes d'économie, énergie, transition verte, sécurité et bureaucratie. Et je pense que le Parti populaire est important, très important pour donner un nouveau élan à l'Europe. La question que nous devons poser, c'est est-ce que nous voulons l'Europe comme elle est maintenant? Moi, je dirais non. Mais on ne veut pas renier l'Europe, mais on veut la relancer. Et on n'a pas la possibilité, si on prend chaque pays isolé, de rivaliser avec toutes les puissances, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, l'Inde ou la Russie. Ensemble, on peut le faire, mais on doit changer. Alors, on doit changer en économie. En économie, on a eu un Green Deal qui a donné des coûts immenses sur les familles, sur les entreprises, sur les agriculteurs, avec des lois qui sont vraiment impossibles à soutenir. Et là, il faut changer. Mais il faut changer vraiment avec décision, détermination. On ne peut pas accepter que les personnes doivent acheter des véhicules électriques s'ils n'ont pas l'argent pour les acheter. On ne peut pas penser que les maisons doivent être chauffées électriquement si les personnes n'ont pas l'argent pour le faire. Bon, on a des défis qui touchent l'énergie. Là, je pense que ce qu'on doit faire en Europe, c'est d'avoir un marché unique de l'énergie, un marché unique qui nous permet de ne pas acheter toute l'énergie que nous achetons hors de l'Europe. Mais là encore, il faut penser à avoir une neutralité technologique pour l'énergie. On ne peut pas penser, en France, vous avez le nucléaire, fantastique. Il faut que l'Europe soit sur le nucléaire. On ne peut pas penser que... tu m'arrêtes si je parle trop. Ouais. On ne peut pas penser qu'on n'investit pas suffisamment et on ne crée pas les conditions pour avoir des investissements privés. Le droit de faillite qu'on a en Europe est un droit de faillite qui pousse les entreprises, les jeunes, les start-up à s'en aller de l'Europe, aller aux États-Unis où ils ont un droit de faillite complètement différent. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à changer. La sécurité, il faut que nous protégeons, mais il faut que nous protégeons nos borders, nos frontières. Nos frontières. On ne peut pas permettre d'avoir en Europe toutes les personnes qui veulent venir en Europe sans avoir le droit de venir en Europe, sans s'intégrer et sans penser qu'ils doivent respecter les règles européennes. Voilà. On reviendra de manière plus approfondie sur tous ces sujets, mais on voit bien que ces enjeux, on les partage et tu le sens, tous nos amis le montrent aussi. Peut-être Laurent, si tu veux à ton tour essayer de formaliser ces défis majeurs pour toi. Quels sont les défis pour moi? Ça, c'est pas trop important. Quel est le défi? Quels sont les objectifs de nos citoyens, des électeurs? La semaine passée, ils étaient publiés le sondage d'opinion Eurobaromètre de là-bas est très, très simple. Pour moi, pour mes électeurs de la Roumanie, c'est l'agriculture, sécurité alimentaire premier plan, puis c'est la défense et la sécurité. Troisième, c'est l'industrie, l'énergie, compétitivité. Bon,
Je sais qu'est-ce que je dois faire et chaque communauté, chaque pays a ses priorités. Ensemble, en Europe, je pense que vraiment c'est la sécurité, défense, puis l'économie, compétitivité, mais aussi l'immigration, qui en France est un très grand problème. Et pour tout ça, il faut trouver des solutions européennes. Des solutions européennes pour ce qu'on ne peut pas gérer séparément dans nos pays et ensemble, ce qui nous fait plus forts. Aussi dans la politique internationale, parce que nous sommes faibles. La France est faible, la Roumanie est faible tout seul, mais ensemble, comme Europe, nous devrions être plus forts. Pour le moment, on n'est pas là. On n'est pas là et on voit les défis de la guerre en Ukraine, la guerre des tarifs avec les États-Unis. Nous ne sommes pas préparés, comme Europe unie, de fournir des réponses à tous ces défis. Et à mon avis, on n'a pas tous compris le résultat des élections de l'année passée. On n'a pas digéré encore les résultats. Parce qu'on a une grande vague souverainiste extrême droite, puis nous avons eu une plus petite gauche politique, et nous, le PPE, nous avons même un peu grandi, donc nous sommes forts. Et pour nous, ça demande aussi plus de responsabilité, parce que maintenant, il faut livrer. Ce sont les citoyens qui nous ont élus, et ils attendent des changements. Les choses ne peuvent pas continuer comme dans le mandat précédent, avec l'immigration qu'on peut dire c'est bon, on va se débrouiller. On ne peut pas continuer sans des investissements dans la défense. On ne peut pas continuer d'essayer d'influencer tout dans le monde avec notre éthique, avec notre morale. Ça ne marche pas comme ça. Nous devons avoir des forts liens commerciaux et de réussir d'avoir des revenus qui aident tous les Européens. Merci Laurent. On voit cette nécessité de changer d'un mandat à l'autre. C'est vrai qu'il y a eu un basculement profond de majorité au Parlement européen. Nous sommes désormais le premier groupe au Parlement, mais aussi au sein de la Commission, aussi au sein du Conseil, parmi les États membres. Comment est-ce que cette nouvelle donne, elle doit faire que l'Europe change, et comment est-ce que toi aussi, dire que tu vois ces défis qui attendent l'Europe aujourd'hui? Merci et bonjour. Bonjour à tous. Je pense que le plus grand changement pour les Français et pour la politique en France des dernières élections, c'est que le dernier mandat, il y avait le parti de Macron qui faisait les majorités. Cet mandat, c'est vous. Cet mandat, c'est vous qui font la majorité au Parlement européen, et c'est le plus grand changement depuis les élections. Et du coup, c'est très bien pour nous. On a beaucoup de commissaires, on a beaucoup de premiers ministres. Le PPE a vraiment regagné. Et où ils ont regagné? Ils ont regagné au sud de l'Europe surtout. La Grèce, qui a fait des choses depuis la crise financière que jamais on n'aurait cru. Ils ont baissé beaucoup la dette. Ils ont de la croissance, le plus fort de l'Europe. Les investisseurs aiment beaucoup la Grèce maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Parce que, et là je suis complètement d'accord avec Laurent et Laetitia aussi, pour avoir une Europe forte, on a besoin des pays forts. On ne peut pas avoir une Europe forte et des pays faibles. Et beaucoup de pays, ils cherchent l'Europe pour devenir forte. Mais c'est à l'envers. D'abord, tu dois être fort et après, ensemble, on peut devenir quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu la parade militaire à Beijing l'autre jour. Ça va, je pense, changer l'histoire de notre monde. Parce que là, cet ensemble de puissances qui a été poussé par Trump, parce que Modi était là, et ce n'était pas nécessaire, parce que Modi, chez nous, c'est la plus grande démocratie du monde, le Premier ministre indien. Il ne devrait pas être là, et c'est Trump qui l'a poussé là-bas. Et c'est extrêmement dangereux pour nous
que si on reste isolé dans le monde, parce qu'on est très riche, et tout le monde le sait, ils veulent savoir ce que nous, on a déjà. Du coup, on a beaucoup à perdre. Si on ne change pas maintenant, on va le perdre. Du coup, avec la démographie, avec la transition énergétique, on a besoin de pouvoir payer ça, on a besoin d'un effort politique, de pouvoir prendre des décisions. Chez moi, aux Pays-Bas, le plus grand défi maintenant, c'est la gouvernabilité, de pouvoir prendre des décisions et tenir le cap pendant quelques années. C'est déjà un défi énorme. Et je pense que là, avec toute cette... je pense que tout ça, ça réunit beaucoup. Ce qu'on a devant nous, c'est beaucoup. On ne peut pas faire ça dans 5 ans, mais on doit commencer. Merci Dirk. On voit l'ampleur des défis qui sont devant nous et on voit que ce que vous dites tous, ce qu'on a tous en commun, c'est qu'il faut retrouver de la puissance, retrouver la capacité d'agir, retrouver la capacité de rayonner, la capacité à produire dans nos pays. Ça veut dire commencer par retrouver de la prospérité. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de nos pays, et c'est aussi un défi qu'on affronte ensemble, beaucoup de citoyens, beaucoup de gens qui travaillent et qui travaillent dur ont parfois du mal à s'en sortir. Ça a été lié, tu l'as cité Laetitia, à tout cet agenda environnemental qu'on a connu ces dernières années, quand la majorité était à gauche et quand, tu le rappelais, dire que c'était le macronisme qui faisait les majorités en Europe. Aujourd'hui, les choses ont changé. Comment est-ce qu'on peut arriver à vraiment sortir de cet agenda? Comment est-ce qu'on peut arriver à une véritable simplification? Et comment est-ce qu'on va lutter contre la bureaucratie qui paralyse aujourd'hui la capacité d'entreprendre et de produire dans nos pays? Laetitia, c'est un de tes grands combats, donc je te laisse la parole. Merci. Oui, certainement, la bureaucratie est un coût énorme pour les pays. On estime que c'est un coût de 600 milliards par an. C'est vraiment un coût qui est insoutenable, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Et l'Europe est faite par moyennes et petites entreprises. On a déjà commencé. On a commencé avec ce qu'on appelle des omnibus qui ont coupé pour le 80% des petites et moyennes entreprises le coût pour donner les en anglais non, pour la soutenabilité, pour les données qu'on doit donner. On a baissé les indicateurs qui sont exigés des entreprises. Exactement. Voilà. Et on a commencé, mais c'est rien. Il faut continuer. Il faut continuer surtout sur le thème de la transition verte. Parce que là, c'était incroyable. Personnellement, je pense que ça a été le grand poids que l'Europe a mis sur ses épaules. Et maintenant, moi, je pense que le défi est celui de prendre les tarifs de Trump et les transformer en opportunités. Mais pour les transformer en opportunités, il faut que l'Europe enlève tous les coûts qui sont liés à la transition verte. J'ai cité avant les véhicules électriques, j'ai parlé des édifices qui doivent avoir une transition avec de nouveau l'électricité, mais il y a tous les industries hard to abate, les industries lourdes comme l'acier, comme la chimie. Ce sont des industries qui ne peuvent pas électrifier. Ce sont des industries qui ont besoin d'autres technologies. Et sur là, la neutralité technologique est fondamentale. Et on n'est pas encore là. Encore, cette commission n'a pas encore compris que le défi est le défi de la croissance en Europe. Si on n'a pas de croissance, on ne peut pas soutenir notre bien-être, notre welfare, qui est le meilleur au monde. Alors, la croissance est faite par investissement, mais elle est faite aussi par des règles plus simplifiées, moins de bureaucratie, règles simplifiées, investissement privé-public. Investissement privé, ça, la gauche ne les aime pas, mais ils sont nécessaires. Par exemple, prenez la recherche. En recherche, on dépend 1%, 1,5%. L'Amérique est à 2,5%. Si on n'a pas des investissements privés, on n'arrivera pas à avoir les mêmes investissements.
Et il faut vraiment comprendre que le défi est de changer. On ne peut pas survivre. On doit sauver l'Europe en la changeant. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne vers Dirk parce que cet agenda de décroissance, cet agenda environnemental qui imposait en fait la fragilité de nos entreprises au nom de l'écologie, il a été très largement inspiré par des ONG, des organisations non gouvernementales qui jouent un rôle très important à Bruxelles. Céline, qui est ici, s'est beaucoup battue sur la question de la transparence du financement des ONG. C'est une cause qu'on porte avec notre délégation depuis longtemps et on a enfin obtenu, grâce à toi en particulier, cher Dirk, d'avoir une commission d'enquête sur la transparence du financement des ONG. Je voudrais te remercier pour ça. Et peut-être te demander comment tu vois ce travail qui s'engage aujourd'hui pour faire en sorte que nos processus démocratiques soient plus transparents et que les citoyens soient certains que leurs institutions ne sont pas confisquées par des intérêts spécifiques. Oui, merci. Comme Laetitia a dit, ce qu'on a fait le dernier mandat avec le Green Deal, c'était assez incroyable dans le sens que, et Laurent était là, moi je n'étais pas encore élu, mais je l'ai vu en tant que porte-parole de Manfred Weber, notre chef de groupe, et la quantité de lois qu'on a adoptées en très peu de temps. Pas nous, hein. Non, nos adversaires. Mais les chefs d'État plus le Parlement européen, c'est incroyable. Je pense que beaucoup de ces travailleurs, ils sont encore en burn-out parce que et vraiment les noms de détails qu'ils ont imposés à nos économies, à nos entreprises, c'est vraiment incroyable. Mais comment ils font ça? La Commission utilise aussi beaucoup l'aide des think tanks, des NGO, mais aussi des entreprises, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont poussé aussi l'agenda verte. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'entreprises qui poussent l'agenda verte parce que c'est dans leurs intérêts. Tesla, par exemple, c'est les boîtes américaines qui ont poussé pour l'électrification de notre flotte des voitures. Et la Commission finance ça beaucoup. Et on a trouvé des contrats. Et on s'est dit, c'est quoi ça? Mais ça finance clairement des idées et les objectifs de l'agenda que la Commission essaie de faire passer au Parlement. Du coup, moi, je l'ai appelé ça un lobby de l'ombre, parce que les contrats, on ne pouvait pas les accéder. Et maintenant, je peux que les accéder sur un ordinateur dans mon bureau. Mon nom est écrit derrière. Et l'appareil s'éteint après 30 minutes. On ne peut pas faire des copies d'écran, rien. Mais il n'y a rien d'intéressant là-dedans, sauf les montants que les Européens payent pour financer toutes ces activités à Bruxelles, surtout. Parce que tout ça se trouve à Bruxelles, dans la bulle où think tank, NGO, entreprises travaillent ensemble pour faire des lois. Et j'ai essayé de soulever un peu le tapis là-dessus, et on a été vraiment attaqué de tous les côtés. Mais je trouve que c'est essentiel, parce que si les citoyens ne peuvent pas faire confiance à nos procédures, et qu'il y a une séparation des pouvoirs dans l'État, à quoi ils peuvent faire confiance alors? Qui finance ça? Du coup, le travail vient de commencer. La gauche, pour que vous le sachiez, la gauche fait une boycott de ce travail-là parce que c'est leurs amis qu'on est en train d'investiguer. Moi, je n'ai pas de tabou. Si je trouve des entreprises qui sont financées par la Commission et pour faire des lobbies pour des lois, moi, je suis critique aussi. Je veux que ça s'arrête. Je ne veux pas que la Commission fasse de la lobby avec l'argent public sans qu'on sache qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Merci de ce combat que tu mènes. C'est un combat qu'on mène en commun et qui touche bien sûr la question de cet agenda environnemental, mais qui touche aussi bien des sujets, et notamment celui de l'entrisme des organisations qui véhiculent l'islamisme au sein de nos institutions et qui parfois le font même avec de l'argent européen. Et donc c'est vraiment, comme tu le disais à l'instant, quelque chose qui doit s'arrêter. Il faut faire la lumière sur ces manœuvres pour qu'on puisse garantir à tous les citoyens de nos pays la clarté, la transparence de l'utilisation des fonds et la protection finalement de nos démocraties. Derrière cette question-là,
c'est aussi l'enjeu majeur dont on a déjà parlé, mais je voudrais y revenir de manière un peu plus approfondie. C'est l'enjeu majeur de l'immigration. On voit bien qu'un sujet qui a été au cœur de la défiance envers l'Europe, c'est l'incapacité de nos pays, l'incapacité de l'Europe à protéger nos frontières et toutes les conséquences en termes de sécurité ensuite pour chacun de nos pays. Laurent, peut-être je me tourne vers toi. Comment est-ce qu'on voit aujourd'hui en Europe centrale cette question? Comment est-ce que tu vois ce sujet et comment est-ce qu'on doit agir? On voit maintenant à Bruxelles que rien ne se passe apparemment sur l'immigration. Parce que maintenant, nous avons des sujets plus importants, c'est la défense, c'est la guerre, c'est la compétitivité. C'est comme le sujet n'est pas plus important. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai, parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés. En effet, nous avons adopté le pacte migratoire dans la mandature précédente. Est-ce qu'on est content de celui-là? Non. Moi, je n'ai pas voté pour cela, parce que ce n'était pas suffisant. Et c'était fait à la pression de la gauche, avec que nous avons aussi essayé de mettre un petit point, mais c'était en effet le pacte migratoire de la gauche. Maintenant, nous sommes dans la situation de changer. Et sans le PPE, il n'y a pas de majorité au Parlement européen, c'est clair. Donc, ce que je nomme comme les 3 priorités dans la migration, défendre nos frontières extérieures, faire des investissements, même où il faut faire des gardes, il faut les construire. Vous vous souvenez, en 2015, Orbán Viktor était le premier à faire des gardes envers la Serbie et c'était un grand scandale. Maintenant, l'Union européenne va financer une garde dans les pays baltes et la Pologne parce qu'il y a une pression migratoire de là-bas. Donc, il faut défendre les frontières extérieures, il faut investir plus dans le Frontex, dans les agents qui défendent nos frontières. Puis, c'est le sujet de retour des migrants. Là-bas, nous avons déjà une proposition de la Commission européenne. C'est un premier pas. C'est quelque chose que nous, le PPE, nous avons demandé et notre commissaire Magnus Brunner l'a fait. Nous devons, dans le Parlement maintenant, de le faire encore plus fort. Mais puis, le troisième sujet est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont déjà dans l'Europe? Comment peut-on pacifier nos sociétés? Et pour cela, chaque pays doit appliquer ses lois. Et pas sur la pression de la gauche, on dit « Ah, ce n'est pas nécessaire de le faire, c'est les droits des hommes et tout ça. » Oui, c'est important de le respecter, mais c'est la justice pour les gens, respecter la législation. Sans cela, on n'avance pas. C'est notre promesse comme PPE sur ce sujet. Il faut trouver aussi l'argent pour cela, évidemment. Et un grand défi de la période qui suit, c'est le budget européen. Parce que là-bas, on veut tout. On veut faire des investissements dans la défense, dans la compétitivité, dans l'industrie. Et nous voulons garder tout ce qu'il y a pour l'agriculture, pour les politiques de cohésion et aussi, bien sûr, des défis environnementaux que nous voulons investir dedans. Ce n'est pas possible de faire tout parce que nous n'avons pas assez d'argent. Et maintenant, la proposition que vient déjà de la Commission européenne de perdre des subsides agricoles, de perdre des argents de la cohésion, on doit dire non. Parce que c'est notre DNA comme parti de PPE d'être le parti des agriculteurs. Et pour moi, les agriculteurs ne sont pas une partie de la société qui a besoin d'aide sociale. Les subsides agricoles, c'est l'investissement dans notre sécurité alimentaire. Ce n'est pas un investissement social pour les agriculteurs. Je vois Annie Genevard, notre ministre de l'Agriculture, qui applaudit. C'est le combat qu'on partage ensemble, bien sûr.
Alors, chers amis, je voudrais peut-être terminer par une dernière question. Vous le voyez, je crois que tous nos amis qui sont ici l'ont vu, le PPE est uni pour se battre ensemble pour l'Europe et c'est notre devoir. Et je voudrais redire à chacun d'entre vous ici notre profonde reconnaissance parce que c'est grâce à votre engagement, c'est grâce à votre combat dans la campagne européenne que nous pouvons aujourd'hui faire que la France soit présente au cœur de cette famille du PPE et partager ce combat commun que vous entendez maintenant. Et puisque vous avez la possibilité de vous adresser à tous nos amis qui sont ici, je vois d'ailleurs tant de nos parlementaires, cher Laurent, cher Mathieu, je vois d'anciens députés européens, cher Philippe, cher Agnès, cher Geoffroy, que j'apercevais. Je vois des Brice, et là, je ne l'ai pas vu, des députés, des sénateurs, des maires de toutes les couleurs politiques. Aussi, on a la chance d'avoir Robert Ménard avec nous, puisque vous avez tous ces représentants de la société française qui sont là. Notre présidente de région, chère Valérie. Eh bien, je voudrais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que, depuis le pays d'où vous venez en Europe, qu'est-ce que vous voudriez dire aujourd'hui à la France et aux Français ? Qu'est-ce que vous attendez de la France pour que l'Europe soit plus forte demain ? Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir de notre pays ? Laetitia ? Alors, moi, je pense que la France et les Républicains ont une grande opportunité de faire comprendre que les racines dans lesquelles les Républicains plongent, c'est-à-dire le gaullisme, ce sont des valeurs même pour l'Europe. Alors, maintenir ses racines, mais en même temps pousser pour avoir une croissance qui doit être juste, inclusive, pas la décroissance que le Green Deal a prévue. Si on arrive à faire ça, et si on arrive à comprendre que l'intérêt d'un pays est aussi l'intérêt de l'autre, non mettre ce que un pays veut, mais si un pays comprend que l'autre pays a besoin d'une certaine chose, et si on cède, si on met une sorte de facteur commun qui est l'Europe, alors on va réussir à relancer l'Europe, à avoir une Europe forte. Et avoir une Europe forte, c'est la seule condition pour pouvoir rivaliser avec les puissances que maintenant menacent l'Europe. On a besoin de l'Europe, mais on a besoin d'une Europe qui change. Les Républicains, avec PPE, avec Forza Italia en Italie, ont la possibilité de le faire avec des valeurs, les valeurs chrétiennes, les valeurs de mettre la personne au centre, la personne avec sa dignité, n'importe quelle personne, mais avec sa dignité, parce que chacun a une dignité. Et voilà, si on fait ça, alors on peut vraiment donner un exemple au monde. Et c'est ce qu'on va faire, ensemble. Ensemble. Merci Laetitia. De ce point de vue-là, on se souhaite de suivre le même chemin que le rayonnement exceptionnel que l'Italie a aujourd'hui sur la scène européenne, grâce à Forza Italia, qui est vraiment au cœur de la coalition qui porte le gouvernement italien aujourd'hui. Je voyais Gérard Larcher qui nous a rappelé hier aux valeurs du gaullisme et à la nécessité de les transmettre et de les faire vivre, et donc ton message y concourait. Cher Laurent, peut-être, je te passe la parole. Chers amis, je pense que déjà la France et les Républicains se préparent pour l'ère post-Macron en France. Et nous sommes très heureux de l'Europe de voir ça. Et je pense que là-bas, les Républicains ont voix forte de dire. Et je suis sûr qu'avec François Xavier, avec le président Rataillot, tous les amis de la délégation française vont pouvoir faire le plus de cette situation. Nous, en Europe, on regarde toujours les décisions européennes comme étant les décisions franco-allemandes. Mais quand ce n'est pas là-bas, quand la France est affaiblie, quand l'Allemagne est déjà affaiblie depuis le dernier mandat des socialistes, qu'est-ce qu'on fait en Europe? On traîne, on ne prend pas de décisions, et c'est mal pour la France, et c'est mal pour toute notre Europe. Donc, on doit prendre le courage et la responsabilité. Je pense
que nos temps demandent plus de courage. Les affaires courantes ne vont plus. Il faut changer, il faut inventer, il faut plutôt s'adresser aux jeunes. Et j'étais très heureux de voir beaucoup de gens dans cette salle parce qu'on sait un peu, la jeune génération cherche les extrêmes, quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu. Ils disent que les partis mainstream ne sont pas à la mode. Mais il faut trouver la manière de s'adresser aux jeunes. Et avec eux, je pense que nous avons une chance en France comme en Europe. Et puis, bien sûr, la responsabilité de toujours essayer de respecter la volonté de nos électeurs. Ça ne marche pas qu'on arrive à Bruxelles et on dit « Ah bon, les élections se sont passées, on fait qu'est-ce qu'on veut ». Ça ne marche pas comme ça. Et il faut aussi respecter les résultats des élections. Par exemple, au Parlement européen, on voit les Verts comme s'ils sont la plus grande groupe politique. Ils sont tout petits, mais ils influencent davantage nos politiques parce qu'ils ont une voix plus forte, parce qu'ils ont le média, parce que tout le monde chante à l'heure. Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre comme responsabilité de notre famille politique. Mais soyez sûrs, vous avez le support du PPE, que les choses avancent et qu'on gagne ici en France également. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Dirk ? Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de leçons à donner à la France, parce que la France, c'est un pays magnifique. Et le pays et on a 3 francophiles du Parlement européen ici avec vous. D'abord, vous avez une délégation fantastique au Parlement européen. François Xavier et tous les autres, ils travaillent, je vous assure, ils travaillent très très dur et ils sont là tout le temps, dans tous les débats, ils lâchent rien, ils sont là à battre pour vous. Le seul message, je pense, la question qui doit se poser, c'est que est-ce que le président de la République va encore avoir de la crédibilité après-demain en Europe? Parce que là, on joue vraiment la crédibilité de tout le pays. Et honnêtement, il est temps de reconnaître que la promesse de l'Europe, tout le monde à Bruxelles le sait encore avec le hymne européen, au début, à première élection, la promesse n'a pas été tenue. C'était des mots. Ce n'était pas des actions. Et là, il est en train de mettre, pas juste en péril votre économie et votre pays, mais aussi celle des autres. Parce qu'on est liés, nous. Nous, on est très liés, et surtout la zone euro, mais toute l'Europe est liée. Du coup, ce que vous faites ici, si le président français perd son crédibilité en Europe, c'est une mauvaise histoire pour toute l'Europe. Et c'est ça que vous devez vous battre pour retrouver cette crédibilité avec vos candidats, avec vos leaderships. Je suis sûr que c'est possible. Du coup, en avant, on y va et aux élections. Merci infiniment. Je crois que les applaudissements que vous entendez expriment suffisamment la reconnaissance que nous partageons pour le temps que vous avez pris pour venir nous voir partager ce moment important. Je crois que c'est sans doute une première dans l'histoire de notre famille politique que nous mettions cette dimension européenne au cœur de nos débats. Dans cette dernière étape de notre congrès, nous sommes dans un moment de reconstruction et dans ce moment, pour nous, c'était fondamental de vous entendre. Et je pense que pour tous les amis qui sont ici, moi je suis heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous parce que vous voyez avec qui nous travaillons tous les jours, avec qui nous nous battons tous les jours, avec toute la délégation. Et vous voyez que le PPE, c'est votre famille, c'est la famille des Républicains, c'est la famille qui seule peut réussir les changements dont l'Europe a tellement besoin. Alors merci encore d'avoir permis que la France soit au cœur de cette famille. Et demain, notre travail, ce sera de faire en sorte, à l'occasion des échéances qui se présentent devant nous, je parle sous le contrôle de Michel Barnier, évidemment, qui connaît l'Europe mieux que nous et qui l'a si longtemps pratiquée. Demain, notre travail sera de faire en sorte que la France revienne dans le débat européen avec la force d'une parole claire,
à l'occasion d'une prochaine élection présidentielle qui sera, nous le savons tous, le rendez-vous déterminant. Manfred Weber, notre président, il est président du groupe PPE, il est président aussi du parti PPE, a toujours dit que les élections européennes étaient fondamentales, mais qu'il y avait des élections en Europe qui étaient plus déterminantes que d'autres pour l'avenir du continent. Et il a décidé d'engager tout le PPE dans un projet qu'il a appelé le projet 2027, parce qu'en 2027, il y aura des élections majeures en Pologne et en France. Et ces deux élections, dit-il, ces deux élections, disent tous les Européens, vont contribuer de manière déterminante à changer le visage de l'Europe. Vous mesurez notre responsabilité, votre responsabilité, celle qui pèse sur chacune de nos épaules. Ce projet 2027, il est d'abord pour nous, et ce projet 2027, il commence bien sûr demain. Merci encore infiniment, merci Laurent, merci Laetitia, merci Dirk.